Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. 80 ans du débarquement en Normandie, J-1. Aujourd'hui, dans le Grand JT de l'éducation, un peu d'histoire. Nous allons revenir sur ces événements décisifs du 6 juin 44, mais aussi du 5 juin 44. Vous verrez tout dans quelques instants. Les journées nationales de l'agriculture se tiendront ce week-end. L'occasion d'emmener vos enfants à des ateliers de découverte, des tables rondes et des rencontres avec les producteurs locaux. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invité est le chanteur Gwendal Marimoutou. Mais tout de suite, on fait un point de l'actualité de l'éducation avec Guillaume Bur. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, un grave accident de la route s'est produit à la mi-journée à La Rochelle. C'est un groupe de 12 jeunes cyclistes accompagnés de 2 adultes qui ont donc été percutés par une voiture. Le bilan est grave, 7 enfants blessés, 3 en urgence absolue, dont un qui est extrêmement touché. Le groupe du centre de loisirs participait à une sortie périscolaire à vélo. Il se rendait au parc où il y avait une animation. Selon les premiers éléments, la voiture est arrivée en sens inverse avec au volant une femme âgée de 83 ans. Elle a été brièvement placée en garde à vue, mais face à un état de santé qui était faible, eh bien cette dernière a été levée. Le parquet a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Retour dans la Marne où le mystère demeure après une série d'intoxications touchant des enfants. Nous vous en avons parlé ici même. L'école est fermée totalement depuis mardi. Bilan, une trentaine d'enfants envoyés à l'hôpital sous oxygène. Il ne restait d'ailleurs qu'une seule élève hospitalisée ce mardi soir. Son état de santé ne soulève d'ailleurs pas d'inquiétude, c'est la bonne nouvelle. L'origine de ces malaises n'est toujours pas identifiée. Le mystère s'épaissit. La piste d'intoxication au monoxyde de carbone qui était au départ privilégiée a été écartée. D'autres pistes sont d'ailleurs à l'étude, comme l'explique le préfet de la Marne, Henri Prévost. C'était au micro d'Europe 1. Éventuellement des pollens qui pourraient être très allergisants et avec une situation météorologique particulière, provoquer ce type de réaction. Et puis aussi les recherches de polluants chimiques. À ce stade, on n'a pas détecté de source de ces polluants, mais le travail continue. Un mot toujours sur la santé des enfants. Le nombre de cas de coqueluche est en forte hausse en France. Près de 6000 cas tout de même recensés sur les 5 premiers mois de l'année. Bien plus que sur l'ensemble de l'année 2023, selon les données transmises par l'Institut Pasteur. À titre de comparaison, il y avait 495 cas sur l'ensemble de 2023, 67 uniquement en 2022 ou encore 34 en 2021. À mi-avril, Santé publique France avait averti qu'une reprise de la circulation de la coqueluche était d'ailleurs en cours. Une quinzaine de clusters étaient présents dans les collectivités. On pense aux écoles maternelles, primaires, les garderies ou encore les maisons maternelles. Le précédent pic remonte quand même à il y a 6 ans. La coqueluche, c'est une infection respiratoire qui est causée par une bactérie qui se transmet facilement par voie aérienne. Elle provoque notamment de fréquentes quintes de toux et peut être extrêmement grave aussi pour les nourrissons et les personnes vulnérables. Et forcément, cette question, est-ce que les enfants en crèche sont à jour dans leur vaccination ? Eh bien, en croire une récente enquête publiée par l'Association nationale des puéricultrices, plus d'un enfant sur 4 accueilli dans une crèche connaît un retard vaccinal. Oui, pour parvenir à cette conclusion, plus de 6700 carnets de santé ont été étudiés sur des enfants qui sont nés entre 2021 et 2024 et répartis sur 575 structures d'accueil sur le territoire français. 11 vaccins sont pourtant obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Au-delà de ce chiffre inquiétant, l'association met aussi en lumière la nécessité d'un renforcement des ressources qui sont allouées à ces infirmières puéricultrices pour améliorer justement cette couverture vaccinale. Direction Montélimar, où la ville a testé de nouveaux horaires dans 2 écoles. Objectif, trouver des solutions pour lutter contre la chaleur. Le bâtiment de l'école maternelle est quelque peu vétuste, mal isolé et les températures pouvaient atteindre il y a peu 36 voire 37 degrés dans les classes l'après-midi en cas de canicule. C'était le cas notamment l'an passé. Lors de ces fortes chaleurs, les parents gardaient la plupart du temps les enfants à la maison. Alors pour éviter ce genre de situation et en accord avec la direction, les parents d'élèves et l'inspection académique, eh bien les enfants travaillent de 8h à 13h. La pause du midi ne donc dure qu'une heure, puis la classe reprend tout simplement jusqu'à
15h. Et pour ne pas pénaliser d'ailleurs les parents qui ne peuvent pas venir récupérer les enfants, il y a tout simplement des activités périscolaires entre 15h et 16h30. C'est une première et cela pourrait tout simplement se généraliser. Enfin, nous vous en parlions ici même, la mise en place d'un passe-rail. Eh bien ça y est, c'est officiel depuis aujourd'hui. Effectivement, c'est Emmanuel Macron qui en avait fait la promesse lors d'une interview accordée aux médias en ligne Hugo Décrypte. Une idée inspirée de ce que peuvent faire notamment nos voisins allemands, avoir accès à une offre écologique. Le président qui en a fait lui-même l'annonce, c'était sur TikTok. Il a notamment évoqué donc ce pas, je vous propose de l'écouter. Le passe-rail est mis en place et vous pourrez vous inscrire, ce qui vous permettra pour 49 € par mois, en juillet, en août prochain, d'utiliser absolument tous les trains que vous souhaitez, que ce soit des intercités, des TER ou des trains de nuit. Vous pourrez donc parcourir la France et c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour les économies. Donc je crois que c'est une bonne décision, l'adresse s'affiche, inscrivez-vous et je compte sur vous pour partager ce bon plan, ensemble, pour la jeunesse et pour l'écologie. Merci. À noter également que ce passe-rail n'est pas disponible en Ile-de-France. Et puis je vous propose d'écouter tout simplement la réaction de Sarah Biche, la vice-présidente en charge des affaires sociales au sein de la FAGE, un syndicat notamment et une organisation étudiante. C'est au micro de France Inter hier. C'est une mesure qui va vers le mieux et c'est le premier pas aussi pour ouvrir vers des enjeux de transition écologique et des enjeux économiques, mais on y met un bémol parce qu'on a besoin d'aller plus loin, notamment dans un contexte de précarité étudiante en forte augmentation, alors qu'on est dans une période où les jeunes ont du mal à manger à leur faim, où ils sautent de plus en plus de repas. Faire un passe-rail uniquement sur la période de l'été, au moment où ils salarient le plus, c'est aussi ne pas prendre en compte leurs enjeux sociaux. Aujourd'hui, la vraie priorité pour permettre l'accès aux loisirs, c'est de financer une réforme des bourses pour leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir se déplacer. Alors, si vous souhaitez tout simplement l'obtenir, c'est donc sur cette adresse passe.rail.gouv.fr. Merci beaucoup Guillaume. D'idée J-1, aujourd'hui nous vous proposons de remonter le cours de l'histoire et de revenir sur cette date du 6 juin 44, il y a quasiment pile 80 ans. Eh bien les commémorations de Normandie évidemment battent déjà leur plein, mais que reste-t-il de cette mémoire du débarquement? Comment les jeunes générations se souviennent-elles de cet événement essentiel de notre histoire? On en parle tout de suite avec nos invités. Et je suis ravie d'accueillir Benjamin Massieu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant et historien, spécialiste du débarquement. Alors évidemment, demain, jour très important, bien sûr, pour la France, pour d'autres pays aussi, on va y venir. Mais c'est l'anniversaire du débarquement des forces alliées pour libérer le pays des ennemis. On ne va pas refaire toute l'histoire ensemble, bien que j'adorerais le faire. Mais on a peu de temps et vous êtes loin, comme on le voit. Mais peut-être évoquer ensemble, si vous le voulez bien, les grands moments de ce D-Day et surtout, ma première question, c'est en quoi ce 6 juin 44, finalement, est tout aussi important que le 8 mai 45, qui est la date de la libération? Tout simplement, c'est l'ouverture du second front dont on parle depuis très longtemps déjà, depuis l'occupation de la France, on va dire. Et surtout, on parle de second front depuis l'invasion de l'URSS. Donc, c'est quelque chose qui est évoqué, sans cesse repoussé. Mais qui est indispensable à ce moment de la guerre, puisqu'il va falloir vaincre cette Allemagne nazie qui est sérieusement étrillée par les soviétiques. Les Alliés avaient débarqué en Italie, mais piétinent quand même sérieusement. Ils prennent Rome la veille du 6 juin. Et donc là, c'est vraiment le débarquement au nord de l'Europe qui va permettre de prendre ces forces allemandes en tenaille finalement et de progresser vers l'Allemagne, vers le cœur de l'Allemagne. Attendu au nord de l'Europe, on va y venir aussi parce qu'il a été en Normandie, mais il n'était pas forcément attendu en Normandie. Mais surtout, on parle aussi du 5 juin, qui est de temps en temps, souvent assez oublié. Et pourtant, c'est une date très importante aussi, puisqu'il y a eu un premier débarquement de parachutistes le 5, aujourd'hui même. Oui, alors il faut savoir que le débarquement, le jour J, devait être déjà le 5 juin à la base. Il a été repoussé de 24 heures en raison de la météo qui était vraiment trop mauvaise. Et dans la nuit du 5 au 6, on a des parachutistes français qui sont largués sur les arrières de l'ennemi en Bretagne. Ce sont vraiment des éléments précurseurs, ils sont seulement 36, et ils doivent préparer l'arrivée de leur régiment. C'est plus de 450 hommes qui vont arriver dans les semaines qui vont suivre, et avec pour mission de retenir un maximum d'Allemands en Bretagne. Donc le jour J, finalement, il commence
quelques minutes, quelques heures avant le 6 juin proprement dit. Alors évidemment, on parle donc de ce 6 juin 44. Vous avez parlé des alliés qui sont déjà en Italie. Ils sont déjà en Corse aussi depuis un an. Ils sont en Provence, après la Normandie en Provence. Et finalement, il faudra près d'un an pour reconquérir tout le territoire et arriver à cette fameuse date du 8 mai 45. Mais revenons sur ce jour le plus long, évidemment, en référence au film. Ce débarquement était initialement donc attendu, on le disait, plutôt dans le Nord Pas-de-Calais. Oui, parce que c'est le plus proche, en fait. C'est le plus proche des côtes du Royaume-Uni. Mais bon, c'est aussi là que les Allemands ont par conséquent renforcé le plus leur défense, où ils ont installé vraiment des batteries extrêmement puissantes. Donc pour les Alliés, il est hors de question de débarquer dans cette zone. Il va falloir trouver un autre secteur. C'est finalement la Normandie qui va être choisie parce qu'elle est moins défendue, mais aussi parce que ça donne on va dire cette conviction qu'ont les Allemands que le débarquement va avoir lieu dans le Nord. Pour les Alliés, c'est l'opportunité de continuer à leur faire croire afin de les intoxiquer pour que le moment venu, le jour où le vrai débarquement a lieu en Normandie, eh bien, les Allemands continuent de croire que c'est une diversion parce que le véritable débarquement, dans l'esprit des Allemands, aura lieu dans le Pas-de-Calais. Alors on va rappeler évidemment qui composait ces forces alliées. Évidemment, alors on parle des Britanniques, mais il y a aussi les Canadiens et les Américains et aussi les Français et peut-être bien d'autres. Oui, alors on a un effectif quand même qui est extrêmement important ce 6 juin 1944. 132 000 hommes qui débarquent sur les plages. Vous ajoutez les parachutistes, on arrive à plus de 150 000 hommes. Et si on compte même les nombreux marins, les aviateurs, qu'il ne faut pas oublier, parce que le débarquement, ce n'est pas juste la mise à terre de troupes. Là, on est quasiment sur 350 000 hommes. Donc c'est une opération qui est absolument gigantesque. D'abord britannique dans ces effectifs, il faut le savoir, le 6 juin. Bon, souvent, on voit ça comme une opération américaine parce que, on va dire, le cinéma américain nous a donné l'image du GI. En fait, les Britanniques sont moins présents dans notre imaginaire, même que les Canadiens. Mais il y avait, vous l'avez dit, également des soldats de ces deux nations qui sont très nombreux, mais aussi des Français qui sont beaucoup moins nombreux, puisque dans l'esprit des Alliés, la mission des Français, ce sera la Provence, quelques semaines plus tard. Alors un commando quand même dont on a envie de parler forcément, qui est un commando français, c'est le commando du commandant Kiefer. 177 hommes, 177 soldats français qui débarquent avec la première vague d'assaut sur Sword Beach. Un mot quand même sur ces hommes, qui étaient un peu des dissidents, si je me souviens bien. Oui, comme tous les Français libres, j'ai envie de dire, ils ont choisi de quitter la France pour continuer la guerre. J'ai eu la chance de connaître quand même un certain nombre d'entre eux et c'est vrai que il faut se resituer dans ce qu'a été leur acte, se remettre dans le contexte de l'époque. Nous aujourd'hui, on sait qu'ils ont gagné la guerre, mais en 1940-41, c'est quoi? C'est des gamins. Certains d'entre eux avaient 15, 16, 17 ans quand ils ont choisi de partir, de rejoindre l'Angleterre pour se battre. Et c'était ces gamins-là qui disaient à un maréchal de France: tu te trompes, tu as tort, et moi, je vais te prouver que tu as tort et je vais me battre. Et d'ailleurs, c'était assez émouvant. L'un d'entre eux racontait encore que lorsqu'il est parti effectivement s'engager, sa famille l'a un peu délaissé. En fait, il était vu comme un déserteur, un type qui s'engageait pas. Et en fait, il avait été en toute discrétion effectivement rejoindre la France libre. Comment ça s'est passé pour eux? Qui les a entraînés? Comment ils étaient entraînés à l'époque? Alors, tous les Français libres ont leur histoire, j'ai envie de dire, et déjà rien que raconter comment les Français libres et même juste ces gars du commando Kiefer ont rejoint l'Angleterre, c'est déjà en soi absolument passionnant parce que pour rejoindre la Grande-Bretagne et continuer le combat, ils ont pris des parcours. Certains ont fait presque la moitié le tour de la Terre. Certains ont traversé la France puis l'Espagne à pied, sont allés à Gibraltar. Ils ont déserté de force de Vichy pour certains qui étaient déjà dans l'armée française sous autorité du gouvernement de Vichy. Ils ont décidé de déserter parce que cette armée ne combattait pas pour rejoindre les forces du général de Gaulle. Et ensuite, ils sont arrivés en Angleterre. Et ces commandos, ils sont doublement volontaires, si vous voulez, parce qu'ils sont volontaires pour se battre dans les forces du général de Gaulle, mais ils sont en plus volontaires pour combattre au sein d'une unité qui est très spéciale, très sélective, qui sont les commandos britanniques. On doit cette unité à Philippe Kiefer, et c'est pour ça aujourd'hui on la connaît sous le nom de commando Kiefer. C'est pas son véritable nom à l'époque. Et ils ont été entraînés en Écosse, au camp d'Acknacarry pour la plupart. Pour d'autres, ils ont été entraînés au Pays de Galles. Un
un camp vraiment où on a poussé ces hommes aux extrêmes limites de leur capacité physique et psychologique, parce qu'il fallait vraiment garder les meilleurs pour ces opérations qui étaient extrêmement périlleuses et pointues. C'est vrai que ces hommes ont été oubliés un peu après la libération. Il a fallu attendre, il me semble, 2004 pour que leur soit décernée la Légion d'honneur. Pourquoi ? Si vous voulez, le débarquement en Normandie, on n'en a pas parlé pendant très longtemps. Aujourd'hui, on a ces cérémonies décennales. Voilà, on est en plein dedans, là, le 80e anniversaire. Mais ça pourrait nous donner l'impression que ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le débarquement en Normandie, on le commémore de cette manière seulement depuis 1984. Avant, on ne commémorait pas le débarquement de Normandie de cette façon. On va dire que durant les 40 premières années, c'était une mémoire avant tout régionale, c'était une mémoire normande, c'était aussi une mémoire militaire, une mémoire d'anciens combattants. Et à partir de 1984, là, c'est vraiment le pouvoir civil qui s'empare de la chose et qui lui donne un autre sens. En 1964, ça aurait pu être le cas. Hein. Le ministre des Anciens Combattants, Jean Saint-Denis, avait souhaité qu'on commémore le débarquement en Normandie, mais le général de Gaulle s'y était opposé, parce que pour lui, en fait, il y avait des Français, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Et pour lui, commémorer quelque chose, ce que fait le pouvoir politique en commémorant, c'est renvoyer aux Français une certaine image d'eux-mêmes. Et en commémorant une bataille où les Français ont été minoritaires, c'est le cas du débarquement de Normandie, eh bien, le général de Gaulle estimait qu'on donnait aux Français l'idée, on leur transmettait l'idée qu'ils pouvaient attendre que d'autres se battent à leur place pour leur liberté, leur indépendance. Donc de Gaulle refuse de commémorer ce débarquement en 1964. Il faut attendre François Mitterrand en 1984 pour que démarrent ces cérémonies qui vont ensuite porter tout un discours comme quoi c'est la bataille qui allait marquer la libération de l'Europe, donc la fin des dictatures, donc la construction européenne. Vous voyez, on rentre dans ce genre de cheminement. L'Europe est née ici, avait dit Jacques Chirac lors de son discours en 2004. Aussi l'idée qu'on va en faire le théâtre de la réconciliation franco-allemande avec Gerhard Schröder qui est né en 2004, qui est venu ici pour ces cérémonies en 2004. Et donc c'est là que naît vraiment une autre image du débarquement. Et donc le commando Kieffer, comme le débarquement a changé d'image, qu'il est devenu dans la mémoire collective la bataille qui est cruciale en fait, qu'on imagine. La France a été libérée grâce à ce 6 juin. Finalement, le commando Kieffer, on est venu le chercher un petit peu en rattrapage, en compensation, pour montrer que effectivement, on n'a pas été acteurs. Il y avait aussi des Français, même s'ils n'ont pas été nombreux. Oui, il y avait des Français, ils étaient moins nombreux effectivement que les Britanniques, les Canadiens ou que les Américains, pardon. Mais effectivement, quand on reparle de ce commando, de ces soldats français, il ne faut pas non plus oublier le nombre de civils morts aussi en France lors de ce débarquement. Car il y a les héros, évidemment, qui ont combattu, puis ceux qui étaient sur place, qui ne pouvaient peut-être pas faire autrement et qui ont péri. Ça a été en fait des images terribles qu'ont dû traverser ces soldats en débarquant, de soldats morts et aussi de civils tués. Oui, on a pas loin d'autant de morts civiles que de combattants finalement durant cette bataille de Normandie. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup occulté. Les civils normands, moi je suis normand, donc j'ai grandi avec des grands-parents qui avaient connu ça, connu cette époque. Et c'est vrai que on ne voulait pas parler de ça en fait. Il y avait des fois eu des morts dans les familles, des maisons qui avaient été détruites. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. On voulait mettre en avant le retour de la liberté. Et vraiment, il a fallu attendre il y a 10 ans seulement pour que vraiment ce soit quelque chose qu'on mette en avant, avec le déplacement de François Hollande à Saint-Lô, capitale des ruines, et Emmanuel Macron s'y rend également aujourd'hui. Donc on voit qu'on a fait rentrer dans cette mémoire du débarquement un autre aspect qui est le sacrifice des populations civiles. Donc on n'a pas parlé pendant très longtemps. On va partager ensemble, si vous voulez bien, cette discussion avec Robinson Buquet-Fouet, qui est lycéen de seconde et qui est également en Normandie aussi. Il est responsable fédéral de l'USL de Seine-Maritime. Bonjour Robinson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on parle de ce devoir de mémoire justement avec Benjamin Massieu, c'est absolument passionnant. Est-ce que vous ressentez justement en tant que lycéen de seconde, la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez étudiée un peu plus tôt, il me semble, je crois que c'est à partir de la 4e dans les programmes, mais effectivement, forcément, à la fois en tant que Normand, vivant en tout cas dans cette région, et puis aussi à la veille de cette commémoration, comment vous vivez cette histoire de France ?
Oui, c'est vrai que nous, les commémorations, on connaît également. Enfin, on a beaucoup de blocos chez nous également. C'est quelque chose qui nous semble très important parce que ça reste la victoire aussi des Alliés sur le nazisme et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. Le devoir de mémoire pour vous, c'est essentiel. Vous le partagez aussi avec vos camarades de classe, Robinson? Oui, clairement. Clairement, mais de quelle manière? C'est-à-dire que vous racontez l'histoire, vous essayez aussi, c'est ce qu'on se disait avec Benjamin Massieu, c'est pas forcément facile de parler. Est-ce que vos grands-parents, par exemple, ou est-ce que vous avez des écrits de vos arrière-grands-parents sur ce sujet? Est-ce que vous avez des histoires racontées, d'anecdotes? Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui m'ont raconté leurs souvenirs à eux. Moi, mon grand-père est né en 1944, à la fin de la guerre, mais il y a ce que ses parents à lui ont raconté, ce que lui m'a transmis. Et c'est quelque chose qu'on se raconte à nouveau entre nous aussi pour ne pas oublier. Ce devoir de mémoire, Benjamin Massieu, comment vous le vivez et vous le retranscrivez justement dans vos cours auprès de vos élèves? C'est tout d'abord, alors c'est vrai qu'on avait une manière jusqu'à présent en tant qu'enseignant de transmettre tout ça qui va devoir changer, à savoir qu'on faisait venir des vétérans, on leur faisait rencontrer les acteurs. Je pense qu'il y a un enjeu réel pour les enseignants aujourd'hui de continuer à transmettre cette question de la mémoire, de toucher l'émotion, vraiment transmettre l'émotion de ce qu'a été cette guerre, au-delà d'une analyse froide. Finalement, l'histoire, c'est censé être une analyse quand même assez froide. La mémoire, on est plus vraiment dans la sélection de ce qui nous touche, de ce qui nous permet de transmettre un message. Et donc oui, je pense qu'il y a un enjeu réel ici, voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Jusqu'à présent, moi, j'aurais fait rencontrer des vétérans. Pour moi, personnellement, ça a commencé comme ça. Je dois dire que j'étais élève de seconde quand j'ai commencé à m'intéresser au commando Kieffer, que je suis allé aux cérémonies, que j'ai rencontré des vétérans. Puis voilà, des années plus tard, je suis devenu historien de ce sujet. Ça a démarré vraiment à cette époque de ma vie, moi aussi. Bien sûr, c'est comme ça aussi que je me suis intéressée à l'histoire, évidemment, en pouvant rencontrer d'anciens vétérans, discuter, passer aussi de sujets à d'autres dans les cours d'histoire, géographie aussi, mais surtout d'histoire. En ce moment, c'est assez compliqué, évidemment. Ce devoir de mémoire, on en parle beaucoup. Étudier la Seconde Guerre mondiale à une époque où on parle de beaucoup d'autres guerres, effectivement, qui ne sont pas sur notre territoire. La Seconde Guerre mondiale, étant la dernière guerre qui est importante et mondiale, qui a eu lieu aussi sur le territoire français, c'est plus que jamais une gageure, j'allais dire, pour vous, au-delà d'être évidemment essentiel? Oui, mais c'est très difficile d'expliquer pourquoi, mais je trouve qu'il y a toujours un intérêt extrêmement grand des élèves. Ça, c'est quelque chose qui ne diminue pas pour ces conflits mondiaux. Les jeunes sont extrêmement intéressés par cette guerre et surtout la deuxième. Je pense que effectivement, c'est le dernier conflit qu'on a connu sur notre territoire. Donc ça, pour notre pays, pour la mémoire de notre pays, ça restera pendant très longtemps. Et il faut espérer le plus longtemps possible parce que si c'est chassé par une autre guerre, bon voilà, faut pas vraiment le souhaiter. Ça restera une référence absolue. Et puis, j'ai envie de dire, l'avantage de cette guerre, c'est que on peut presque la voir de manière extrêmement simpliste. En fait, c'est vraiment l'affrontement des démocraties contre le mal absolu qui était le nazisme. Même si, bien sûr, de l'autre côté, il y avait aussi les soviétiques qui se battaient contre le nazisme. Mais dans notre mémoire, on voit quand même beaucoup ça comme le camp de la démocratie occidentale qui va vaincre l'Allemagne nazie. Robinson Buquet-Fouet, justement, Benjamin Massieu posait cette question. Pourquoi vous êtes toujours passionné en tant qu'élève davantage par le récit de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Je sais pas vraiment, mais c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, surtout nous en Normandie, c'est quelque chose forcément qu'on connaît, qu'on côtoie depuis toujours. Comme je le disais tout à l'heure, avec les blocos autour de chez nous, forcément c'est quelque chose qui nous parle. Et ça reste quelque chose qui est dans le passé, mais dans un passé relativement proche de nous.
Alors où il y a un conflit entre la Russie et la France, à l'heure, un conflit en tout cas d'idées idéologiques, mais à l'heure du Brexit aussi, est-ce que lorsque vous reparlez justement de ce conflit qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, on fête le 80e anniversaire de ce débarquement, donc demain, est-ce que vous avez besoin aussi d'échanger, de discuter avec vos camarades de classe et vos familles de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité ? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus aussi une montée de l'obscurantisme, de l'extrême droite, et également d'une forme de néofascisme. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui, on a besoin de discuter et d'en parler pour surtout pas oublier. C'est un levier pour vous, Benjamin Massieu, aussi, pour traiter de l'actualité aujourd'hui, parce qu'il est toujours compliqué, effectivement, à la fois d'enseigner une période de l'histoire et à la fois de faire des rapprochements avec l'actualité lorsqu'on est prof d'histoire. C'est surtout aussi très intéressant de voir comme ça reste une référence, en fait, même dans d'autres pays. Quand on voit ce qui se passe en Russie avec la façon dont Poutine, déjà, depuis de très nombreuses années, en fait instrumentalise cette victoire de 1945. Il en fait la victoire de la Russie. La Russie serait le seul héritier de l'Union soviétique, puisque c'est l'Union soviétique qui gagne, c'est pas la Russie en 1945. Or, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, donc elle pourrait très bien se revendiquer également, et elle le fait de plus en plus, comme étant héritier de cette victoire de l'URSS en 1945. Et donc justement, ça, je trouve que c'est très intéressant de montrer les échos encore très nombreux qu'il peut y avoir dans l'actualité et comment ces événements sont utilisés, instrumentalisés, et à quel point il est important de les comprendre, de les maîtriser pour ne pas être dupe de cette instrumentalisation. Il y a les valeurs aussi véhiculées à travers tous ces faits historiques. Bien entendu, on parle de faits de gloire, de faits d'honneur, mais aussi évidemment de liberté. Comment ça s'inscrit dans vos cours ? C'est un combat qui se fait pour des valeurs. Après, effectivement, quand on rentre dans le détail, tout n'est pas tout rose. Les Alliés ne se sont pas seulement battus pour la liberté, ils se sont battus parce qu'ils avaient un pays qui les avait attaqués et qui portait d'autres valeurs. Mais je pense que sur le plan idéologique, c'est très intéressant de voir comment on peut tordre certaines valeurs. Je veux dire, l'idée de liberté elle peut être interprétée de façon très relative. Dire la zone occupée la zone sous le contrôle du gouvernement de Vichy, ça faisait appeler la zone libre. À l'époque, c'est pas pour ça que les gens y étaient libres. Donc, c'est intéressant de montrer aussi la polysémie de certains thèmes, et pas afin de ne pas être dupe de l'instrumentalisation. Les gens emploient des mots, c'est pas pour ça qu'ils mettent tous le même sens derrière. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important de transmettre aujourd'hui à l'heure de certaines confusions qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être instrumentalisées politiquement. Robinson Buquet-Fouet, c'est vrai qu'il y a le cours académique donné par l'enseignant, mais il y a aussi les discussions qui peuvent s'opérer après. Est-ce que vous avez la possibilité, à la fois avec votre enseignant et puis aussi votre entourage, de pouvoir longuement après débattre et discuter à la fois d'histoire, avec les faits, mais aussi, bien entendu, de ce que l'on peut voir aujourd'hui, encore une fois, sur l'actualité mondiale ? Oui, c'est vrai que généralement, plutôt en fin de cours, c'était l'année dernière, je me souviens, on échangeait souvent avec les élèves les plus intéressés, avec notre professeur, justement, à faire des rapprochements sur les sujets d'actualité et ce qu'il s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez réussi, peut-être que vous étiez en cours, remarque, mais est-ce que vous avez réussi à voir aujourd'hui les images, effectivement, du déplacement du chef de l'État depuis lundi, avec l'arrivée des vétérans à l'aéroport de Deauville, et puis toutes ces journées qui s'en suivent? Est-ce que ces images vous marquent? Est-ce que vous pensez que c'est important que le président de la République et la première dame, ainsi que le Premier ministre, rendent hommage à tous ces vétérans? Oui, c'est très important que les responsables gouvernementaux, que les chefs d'État se rendent. Monsieur Biden y est également demain, et il a été accueilli ce matin, je crois, par le Premier ministre. Je trouve ça extrêmement important qu'il y ait justement ces cérémonies menées par des responsables de l'État pour se souvenir de ce qui s'est passé.
insérer tout le monde, pouvoir parler de tous les sujets d'histoire. On le sait, Benjamin Massieu, pour élargir un petit peu le débat, parce que c'est la fin de notre discussion évidemment, mais pour élargir le débat sur l'histoire de manière générale, on sait à quel point c'est compliqué et complexe depuis plusieurs années d'enseigner certains faits historiques, certaines périodes de l'histoire. On pense bien entendu à Samuel Paty, à Dominique Bernard et plein d'autres, mais la question, elle est simple, c'est aujourd'hui, en Normandie, là où vous exercez, est-ce que vous ressentez encore cette crainte ou au contraire, cette envie d'union, de partage et ce besoin de pouvoir encore comprendre et apprendre ce qui s'est passé? Oui, je le sens. Après, je pense qu'on peut, en soi, on peut tout enseigner. Hein. Tout dépend de la manière dont on le fait. Il n'y a pas vraiment de sujet impossible. Là, j'enseigne en Normandie aujourd'hui. Ça fait pendant plusieurs années, j'ai enseigné en Île-de-France à des publics complètement différents. J'ai jamais ressenti vraiment l'interdit par rapport à certains sujets. Je pense qu'il faut justement, là encore, le pathos, c'est important. Il faut trouver des sujets qui touchent les élèves, qui les concernent, qui montrent vraiment un écho dans leur quotidien, et pas juste s'en tenir à quelque chose qui soit trop théorique, trop abstrait, parce que c'est vrai que des fois, on peut retenir des leçons, on va vous montrer quelque chose qui s'est passé dans le futur, ah bah oui, c'est vrai, les gens qui ont défendu telle valeur avaient raison, et ne pas être capable de voir que des schémas similaires peuvent se produire dans l'actualité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé au Grand JT. Benjamin Massieu, vous êtes enseignant et historien, spécialiste du débarquement. Merci mille fois de votre intervention. Et Robinson Buquet-Fouet, lycéen de seconde et responsable fédéral de l'USL de Seine-Maritime. Merci mille fois, Robinson. Ciao, merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Estelle Collat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice grande cause chez MEC.org. Et Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur le Grand JT. Vous êtes directeur de Agri Demain. Les 7, 8 et 9 juin, donc demain en gros, se tiendra partout en France la 4e édition des Journées nationales de l'agriculture, un lieu de rencontre forcément inédit parce qu'on parle des agriculteurs beaucoup en ce moment, souvent parce qu'il y a des manifestations, légitimes d'ailleurs, je le place. Mais voilà, mais souvent effectivement parce que pour des raisons assez politiques ou en tout cas d'engagement, mais pas des rencontres pour savoir tout simplement ce qu'est réellement l'agriculture, ce monde agricole. Et donc ces rencontres-là, les 7, 8, 9 juin, c'est aussi fait pour ça. Mais vous avez tout résumé pratiquement, oui, effectivement, parce qu'il y a eu des revendications assez fortes cette année et tout le monde agricole s'est mobilisé en janvier, février. Et il ne faudrait pas que les Français ne retiennent que ça, c'est-à-dire l'aspect un petit peu revendication syndicale, etc. Il y a tout ce que l'agriculture apporte à la société et c'est justement l'occasion, en ouvrant les portes et les fenêtres, si je peux dire, de tout l'écosystème agricole partout en France, dans les territoires, qu'on veut faire mieux connaître aux Français, encore une fois, les apports positif de l'agriculture sur l'ensemble du territoire. Donc c'est la 4e année, effectivement, ça monte en puissance. J'étais venu l'an dernier, je crois qu'on était à 1000-1300 événements. Aujourd'hui, là, on en a 1700 et les gens peuvent s'inscrire encore jusqu'à 1700 sites qui ouvrent. 1700 sites. Voilà, on peut toucher 200 000 personnes. Exceptionnel. Voilà. 200 000 personnes, puisqu'en fait c'est intergénérationnel. Tout à fait. Tout le monde est concerné. Et en fait, finalement, au-delà de parler de l'agriculture, finalement, c'est de la citoyenneté dont on parle, non? C'est un peu ça. C'est le rapport entre tous les secteurs, entre toutes les générations. C'est l'engagement que l'on prend. Parce que la thématique, quand même, pour ceux qui croient que l'agriculteur est loin d'eux, eh bien non, mes amis, parce que la thématique cette année, quand même, c'est l'éducation à l'alimentation. Voilà. On ne peut pas faire plus proche. C'est la vie quotidienne des Français. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, on a lancé une consultation citoyenne pour connaître l'avis des citoyens sur cette thématique. Et ce qui est quand même très sympathique, c'est de voir qu'on a eu plus de 30 000 participants, plus de 80 000 votes et plus de 700 propositions. Donc c'est un sujet qui mobilise les Français. Mais 700 propositions, alors évidemment on ne va pas égrener les 700, on n'a pas le temps et puis on se serait un peu confus. Juste par exemple 2 très fortes. 2 propositions.
Des propositions très fortes, il y en a qui vous ont marqué. Non, mais surtout, dans le thème, c'est les Français veulent se rapprocher de l'agriculture et demandent à ce qu'il y a des agriculteurs qui viennent dans les écoles, qu'on mette des potagers et des jardins dans les écoles, qu'on crée des liens, qu'on emmène les enfants dans les sites agricoles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est typiquement ce qu'on fait avec les Journées nationales de l'agriculture. Dans les grandes villes de France, souvent le rapport avec l'agriculture, il est quand même assez lointain et finalement il ne se fait que dans les grandes surfaces pour les consommateurs avec les fruits et légumes qu'ils croisent au détour des allées. Et pour autant, l'agriculture, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est aussi un moyen, les 7, 8 et 9 juin, puis après, de pouvoir comprendre ce qu'est un producteur, par exemple? Alors, c'est d'abord ça, effectivement, parce que ce qu'on veut, nous, c'est des lieux de rencontre, d'échange et de débat. Effectivement, il y a une loi d'orientation qui va concerner l'agriculture, qui est en débat actuellement. Elle va régler un certain nombre de problèmes, mais il n'empêche qu'il faut qu'on ait des autres formes de rencontres avec le citoyen partout en France, dans les fermes, dans des usines de tracteurs, dans l'agroalimentaire, dans les restaurants aussi, parce que les Français, depuis le Covid, se sont rapprochés, sont retournés sur leur alimentation. Ils se sont un petit peu maintenant, ils se sont éloignés, mais il y a quand même un retour sur la façon dont on se nourrit, ils veulent savoir exactement ce qu'ils mangent, comment c'est produit, et ces journées sont l'occasion justement de discuter, d'emmener avec la famille, de découvrir un atelier porcin, un élevage, de savoir comment les productions sont élevées. Donc voilà, c'est tous ces échanges que l'on essaye de valoriser et de créer d'année en année, de créer un rendez-vous régulier et qui revient chaque année. Et puis je pense que les citoyens, les Français ont aussi envie finalement de partager ces moments et d'aider les producteurs, les agriculteurs locaux. Mais le problème, c'est qu'on est souvent pris par le prix et on ne comprend pas réellement la situation, sauf quand on s'y intéresse profondément et qu'on lit beaucoup d'articles sur le sujet, mais sinon on ne s'y comprend pas. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'avoir des tables rondes sur la question, des ateliers pour pouvoir comprendre la situation. On a des tables rondes, on a des expositions, on a des randonnées, c'est l'imagination au pouvoir. Donc, mais par contre, on veut que ça soit pédagogique avec le thème de l'éducation à l'alimentation. Tous les ans, il y a un thème. L'an dernier, c'était l'attractivité. On veut que ça soit festif, ludique. Il ne faut pas non plus que les gens ils viennent, qu'on leur dise vous allez écouter les revendications des agriculteurs. Et on veut surtout aussi fédérer l'ensemble. Il y a beaucoup d'organisations dans le monde agricole et c'est pour ça qu'on le fait. On est très content qu'il y ait 50 organisations qui fassent les Journées nationales de l'agriculture avec nous. Ça veut dire que petit à petit, on va réussir à faire passer un grand récit qui n'existe pas encore à l'ensemble de la population. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un agriculteur près de chez eux. Dans les familles, il n'y a plus un grand-père ou quelqu'un de la famille qui est dans l'agriculture. Donc il faut recréer du lien. Absolument. Donc moi, si je viens le 7 ou le 8 juin aux arènes de l'UTES, par exemple à Paris dans le 5e, si vous êtes à Paris, je serai à Paris ce week-end. Venez aux arènes. Eh bien, je viens aux arènes. Alors, qu'est-ce que je vais y trouver? Donc, des ateliers, des tables rondes, mais quoi d'autre? Alors, il y aura des petits tracteurs que les enfants pourront essayer. Il y aura des chefs qui vont cuisiner. Il y aura des boulangers qui vont faire du pain. On pourra prendre des photos. Il y aura un potager pour les enfants où ils pourront planter, semer. Il y aura l'INRA qui sera là pour expliquer la science aux plus jeunes. Il y aura des agriculteurs de chez nous, de Agri Demain, pour expliquer, répondre aux questions. Il y aura une conférence sur les résultats de la consultation citoyenne sur l'éducation à l'alimentation, dont la question était comment éduquer et sensibiliser nos enfants à mieux manger. On ne l'avait pas dit, je pense que c'est important. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une conférence qui est dehors, donc ça va être simple, mais quand même, on va éveiller les consciences sur les principaux résultats et on va donner la parole à 5 associations, organisations qui ont des réponses à apporter. Parce que ce thème a été effectivement traité depuis plusieurs années, tout le monde s'y met, mais là on veut rentrer dans l'action, c'est comment on fait en sorte que les paysans aillent dans les classes, comment on fait en sorte de créer un potager, ça a été dit, comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent aller dans les classes. Là, on rentre dans l'action. Moi, j'aime beaucoup cette question. Comment sensibiliser et éduquer nos enfants à mieux manger? Mais encore faut-il que les parents le sachent. Alors oui, justement, ça fait partie d'une des thématiques qui ressort. C'est sur ce qu'on appelle la famille, la dimension famille. Et alors, les parents sont les premiers à dire il faut qu'on monte aussi un petit peu en compétence sur la nutrition, la diététique, les bienfaits entre alimentation et le corps, l'activité sportive. Ils ont conscience de tout ça, ils en ont envie, ils ont envie de plus. Et puis aussi, on est en France, on aime se réunir autour d'une table. Donc, ils sollicitent, ils incitent à ce qu'on parle alimentation au moment des repas.
qu'on cuisine ensemble, mais du coup, c'est pas juste on mange, mais on raconte ce qu'il y a derrière et on explique ce qu'est qu'une courgette, comment ça pousse, à quelle saison, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour revenir à un autre point qui m'avait marqué dans la consultation, vous m'aviez demandé 2 points tout à l'heure, c'est qu'en fait, les Français parlent beaucoup de produits bruts, de saison et locaux. Et on pourrait s'attendre à ce qu'ils nous sollicitent et qu'ils nous disent manger bio. Hein, puisque voilà, on est sur comment faire mieux manger nos enfants. Et ben non, ils nous parlent de saison, de local. Donc en fait, il y a cette volonté de revenir à des produits non transformés, non industriels, autour de chez nous. Est-ce que ça voudrait dire que finalement la mention bio serait un peu passée et qu'on se dirait bon, pourquoi pas? Non, c'est pas qu'elle est passée, mais c'est pas qu'elle est passée, mais en tout cas, ils priorisent. Et en fait, on voit que ça fait son chemin sur le fait qu'il faut manger local et de saison. Mais c'est aussi une façon, quand on dit local et de saison, c'est aussi une façon de privilégier les agriculteurs du coin aussi. C'est un rapport humain. Pendant le Covid, les Français retournaient beaucoup dans les exploitations parce qu'ils avaient le temps. C'était une manière pour eux, ils avaient un billet de sortie, ils avaient le droit de sortir. Dans leur heure de sortie. Voilà, c'est ça. Mais, et en fait, ça rassure plus qu'un label. Même s'il est bio, même si c'est l'appellation d'origine contrôlée, le label rouge. Mais là, c'est quelqu'un que j'ai en face de moi qui me dit, tiens, voilà ma vache, voilà comment je la nourris. Elle fait du lait parce qu'elle a fait un veau, etc. Voilà comment je pratique mon agriculture dans mon exploitation. Et ça, à mon avis, ça parle plus. L'histoire est mieux ressentie par le citoyen qu'un label qui est quand même assez froid, qui est une étiquette sur un produit. Alors, on ne nous aime pas les sels, mais les Français sont quand même assez connus dans le monde entier pour être assez gourmets, assez fins cuisiniers, en tout cas proposer vraiment une cuisine assez réussie, assez sophistiquée, gourmet, et en même temps avec des produits simples, frais et très bons, puis très divers. Comment ça se fait qu'on en arrive à se dire aujourd'hui, la thématique va être choisie, comment sensibiliser et éduquer nos enfants à mieux manger? En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que le pays de la cuisine et de la gastronomie puisse être à ce niveau-là ce qui s'est passé, c'est un petit peu aussi ce décalage entre le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire que quand on est citoyen, on rêve de bons produits, d'avoir du temps pour cuisiner, etc. Puis après, il y a un petit peu la réalité quand on est dans le magasin. On va à quelque chose, quelquefois, de simple et on pioche le plat cuisiné. Et les sociologues nous parlent beaucoup de ce décalage entre le citoyen et le consommateur. Mais maintenant, il faut bien se remettre chacun en tête. Et si on fait ce travail de fond sur l'éducation des enfants dès le plus jeune âge, qui vont inciter leurs parents, qui vont leur rappeler que... C'est le monde à l'envers quand même. Ce n'est pas les parents qui doivent inciter, on passe par les enfants qui vont inciter les parents. Les enfants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup dans la consultation aussi sur le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'il faut, les parents et les citoyens disent, servons-nous de l'école aussi pour faire passer des messages au moment de la cantine, par exemple. Pourquoi on se contenterait de manger? On pourrait aussi faire passer des messages sur l'éducation à l'alimentation, sur la nutrition, les repas équilibrés. C'est souvent le cas parce que c'est souvent pas bon la cantoche. Donc souvent, on préfère parler que de manger. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire aussi. Mais le rôle des parents est vraiment indispensable. Moi, je vous donne une anecdote. Mon fils, je cuisine un peu, je fais la cuisine. J'espère bien, Gilles. Voilà, mon fils m'a vu faire la cuisine, tout ça. Et puis, quand il avait 20 ans, il me demande papa, est-ce que tu me feras un cadeau à Noël? Je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, je veux une cocotte Staub en fonte. Là, j'ai dit, c'est gagné. Parce que ça veut dire que... placé la marque, là. Voilà, oui, j'ai placé la marque. Il fallait peut-être pas. Alors, on va passer d'autres Stéphane, merci beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, en fonte, et parce qu'il avait envie de faire la cuisine, et il fait la cuisine. Moi, mon anniversaire, c'est le 30 novembre. D'accord. Okay. Parce que moi aussi, j'adore cuisiner. Je cuisine tous les jours, j'adore ça. Quand je suis à la maison, évidemment. Mais même chez les autres, je suis capable de le faire. Mais alors, donc, évidemment, je ris un peu de la situation, mais évidemment, je comprends très bien l'importance de cette question qui est de l'éducation et la sensibilisation au mieux manger. Évidemment, toujours la question de prix qui revient. Bien sûr. Parce que le temps et le prix. Cuisiner, c'est du temps, ça c'est vrai. Tous les chefs vous le diront. Et d'ailleurs, on le verra ce week-end, mais c'est aussi le prix. Comment on fait? Bien sûr. En tout cas, les citoyens dans la consultation nous sensibilisent aussi sur cette dimension prix. L'inflation est passée par là en plus ces dernières années-là. Et donc,
en fait, il demande à réinventer quelque part aussi un peu les modèles économiques sur l'alimentation et à revoir aussi, par exemple, la publicité qui existe sur les produits industriels, que cet argent peut-être puisse servir à d'autres modèles. Enfin, voilà, il nous questionne sur ça. Donc, il y a effectivement une volonté de faire en sorte que les produits soient plus accessibles. Bon, moi, je viendrai ce week-end. Ce week-end, ouais, je serai là, aux arènes de Lutèce, pour pouvoir à la fois déguster les bons petits plats avec les enfants. Vous voyez aussi dans le 5e, c'est très facile à trouver. Évidemment, voilà. de toute façon, je trouverai. Je ferai une marée humaine on courir vers les arènes de Lutèce. Donc, l'agriculture à portée de main, 7, 8 et 9 juin, c'est ça? Non, 7 Alors, et 8 juin, pardon. C'est 7 et 8. 7 et 8, voilà. En France, c'est 7, 8, 9. 9 juin, voilà. Partout. Dans toute la France, vous retrouvez tous les points. Un site pour retrouver journéeagriculture.fr. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Alors, il y a quelques sites où il y a quelques entrées payantes, mais c'est signalé quand vous allez sur la carte. Bon, voilà, ça dépend. Parce qu'il va y avoir des dégustations, voilà, il y a des dégustations, comme ça, donc il peut y avoir une participation, mais c'est rarissime. C'est il y a la grande majorité sont gratuits. Eh bien voilà, rendez-vous dans ce week-end. Hein. Merci beaucoup. Merci Gilles Maréchal. Merci beaucoup. Merci Estelle Colas aussi d'être venue sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité, le chanteur Gwendal Marimoutou. Aujourd'hui, tu es chanteur, mais est-ce que plus petit, il y avait un métier qui te faisait rêver? Pompier. C'est vrai? Tu sais que j'ai failli tout abandonner à un moment donné pour devenir pompier, parce que j'avais l'âge limite, c'était 25 ans, tu sais, pour être pompier de Paris. Et tous les 2 ans, ça revenait comme un running gag, vraiment en mode... Oh, je sais, je regardais les 90 minutes enquête et tout, et à chaque fois, j'étais en mode, j'aimerais trop être pompier. Et si j'avais pas eu le Roi Lion, j'aurais mis ma carrière, entre guillemets, en pause pour aller faire ma formation de pompier. On ne dirait pas comme ça, mais vraiment, tout en geste de premier secours. Et ouais, qu'est-ce qui t'a tiré dans le fait de sauver Sauver des gens, le quotidien qui n'en est pas un, justement, pas de routine. Et je sais pas, il y a vraiment un truc, aussi le travail d'équipe. Hein, tu es toujours en équipe, même sur scène. Exactement, ouais. La musique, comment est-ce que ça arrive dans ta vie? Très tôt, mon père je suis mon père en fait en concert. Mon père était leader de groupe de rock alternatif, donc mais qui dit rock alternatif dit pas du tout ce qu'on est en train de faire là contre les médias, dans des lieux. Enfin, moi j'ai chanté, du coup ma révélation, j'avais 3 ans et demi. J'avais tanné ma mère pour dire non mais je veux aller voir mon père en concert et tout. Donc dans des lieux qui sont pas du tout adaptés pour des enfants de 3 ans, c'était fumeur et tout, il était 3h du mat. Et il m'appelle sur scène pour chanter. À 3 ans et demi? À 3 ans et demi. Donc je chante une chanson que j'ai appris en maternelle. Il savait déjà que tu chantais ou? Bah oui, je pense qu'en répétition, je le suivais en studio, je prenais toujours un peu le micro, je faisais genre, tu vois, mais pas du tout dans sa tête, c'était pas... Enfin voilà. Mais bon, il y a son fils qui est là. J'étais complètement happé, hyper sage pour un enfant de 3 ans. Et je monte sur scène et je me retrouve à chanter, je ne sais plus quoi, peut-être Vive le vent, devant des punks. Quoi. Vraiment, c'est un grand moment. Et en fait, je suis descendu de là et c'était clair et net. Je voulais être sur scène, je voulais que ce soit ça ma vie, ouais. Mais c'est une chance, du coup, parce que j'ai une révélation super tôt. Donc après, j'ai eu de cesse de m'accrocher. Je l'avais jamais entendu aussitôt, quoi. C'est vrai? Bah, attends, 3 ans et demi, t'es sur ta première scène. Non, 3 ans et demi, c'est chaud. J'aimerais tellement avoir des images de ça, parce que c'était vraiment fou. Et finalement, tu commences très tôt, puisque à 12 ans, t'intègres la troupe du Roi Lion. Ouais. Ça, c'est extrêmement tôt aussi. Bah, toujours très très jeune. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu effectivement de vraie de vraie enfance, quoi, parce que c'est tout de suite de la responsabilité. Pareil, hein, je reviens sur les profs, mais j'avais des grandes discussions avec mon prof principal, tu vois, qui tentait de m'humilier parfois en classe quand on parlait des métiers. Et parce que j'ai participé à Incroyable Talent quand j'avais 14 ans. Évidemment, j'ai perdu, tu vois, mais je ne le faisais pas pour gagner, quoi. Ouais. Donc, je perds à l'issue de la demi-finale. Et c'était un running comme ça où tu avais tous les profs qui étaient là, genre, tu vois, tu perds, ça marche pas, donc il faut un plan B et tout. Ok, bon. Mais à partir tu es quand même allé en demi-finale. Oui, puis... C'est quand même qu'il y a quelque chose. À quel moment je voulais gagner, tu vois, genre pour moi j'avais tout gagné déjà d'avoir chanté devant des gens, une grande scène, enfin c'était dingue. T'avais quel âge là quand tu fais... J'avais 14 ans, donc j'étais en 3e, je passais mon brevet. Ah ouais. Et après en fait, c'est à partir de la première où j'ai pu travailler comme un adulte et que j'ai fait mes premiers spectacles et tout, donc que je touchais mes fiches de paye, que je cotisais déjà pour mes retraites, que j'avais une fiche d'imposition à remplir. Et donc, ce fameux discours des profs marchait plus. Parce que quand on tentait de m'humilier, moi j'étais là en mode pardon, mais je suis le seul à travailler ici, donc je sais pas. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Gwendal Marimoutou, pour la suite de Souvenirs d'écolier.
Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous dites qu'ils ont une façon de travailler qui est assez différente, qui peut être un tantinet stressante quand on est parent. Qui peut être un tantinet stressante. Ils ont, donc je parlais de fonctionnement intuitif, par exemple l'intuition mathématique. C'est de dire que j'ai le résultat qui me tombe de la tête, mais j'ai pas d'étape au milieu. Et ça, moi, je le vois, des jeunes qui sont en maths sup, maths p en école d'ingénieur, ils vous disent ah mais non, mais ça, voilà, moi j'ai le résultat. Ouais. Mais eux égale MC2, c'est bien connu. Et au milieu, il n'y a rien. Alors, le prof de maths, il dit mais comment t'arrives à ce résultat? T'as copié sur le voisin, je veux bien les étapes du milieu. Donc il y a ça pour les parents, s'y dire mais t'as copié, qu'est-ce que tu fais, tu sais pas. Il y a le fait de tout faire au dernier moment. Donc ça, voilà, la procrastination de la DOHPI. Ça n'en est pas, voilà. Parce qu'en fait, il fait tout au dernier moment parce qu'il a besoin de motivation. Et l'échéance qu'on ne veut pas dépasser, c'est la motivation la plus facile à trouver. Et donc il s'y met au dernier moment. Et les profs lui disent à tous les coups, ça aurait été mieux si tu avais commencé plus tôt. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que ce qu'on sait en moyenne, c'est qu'un enfant neurotypique, puisque c'est des mots qu'on utilise maintenant, neuroatypique, a besoin de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept. Un enfant. L'enfant au potentiel, 1 à 2. Donc le principe de l'éducation, c'est je répète. Mais pour celui qui a besoin d'1 à 2, il écoute la maîtresse, c'est bon, il a retenu. Déjà compris. Au lieu de ça de temps de travail, il a besoin que de ça de temps. Donc il s'y met au dernier moment et ça suffit. Il a besoin que de ça de temps, il va parfois zapper les étapes du raisonnement. Pour autant, il est plus perfectionniste que la moyenne. Oui, il ne supporte pas de rater. C'est ça. Et c'est pas du perfectionnisme négatif, c'est j'ai les moyens de réussir, donc pourquoi je ne réussirais pas? Vous invitez des gens à dîner, vous n'allez pas leur servir un rôti brûlé. Ça n'a pas de sens, vous n'allez pas le faire exprès. Alors, il y a des familles... Non, je plaisante. Ouais, il y en a. En thérapie aussi, c'est un exercice. mais non, voilà, vous essayez de faire un truc bien. Vous mettez pas les petits plats dans les grands, mais vous mettez une bougie, vous mettez des fleurs, vous faites joli. Et ces ados-là, c'est pareil. Et bien, c'est pareil, voilà. Vous nous avez expliqué que Qwant ne se positionne pas comme un concurrent de Google. Malgré tout, ça fait à peu près la même chose, avec des valeurs très différentes. Mais est-ce que ça, justement, c'était l'ambition initiale de Qwant? Vous nous l'avez expliqué, de ne pas se concurrencer avec tous ces autres. Mais est-ce que malgré tout, vous arrivez à vous faire une place? Bien sûr. Alors, vous avez cité également d'autres moteurs de recherche tout à l'heure. Donc, on n'est pas les seuls à pouvoir proposer une alternative. Vous avez cité Ecosia, il y en a d'autres, DuckDuckGo. Et l'idée, c'est vraiment, en effet, de se dire qu'aujourd'hui, il y a une place pour une alternative. Il y a une place également pour éduquer les gens au fait qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir de sélectionner un moteur par défaut qui ne soit pas celui qui vous est imposé par votre device, donc que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Donc oui, il y a une place, bien sûr. Il y a une place et l'idée, c'est tout simplement de pouvoir également se différencier et proposer quelque chose de différent à nos utilisateurs. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sur Qwant, au-delà du respect de la vie privée et de la confidentialité des données de nos utilisateurs, on souhaite aussi pouvoir proposer à n'importe qui de pouvoir avoir accès à des fonctionnalités nouvelles. Donc, par exemple, depuis le 15 mai dernier, vous pouvez sur Qwant avoir accès à une fonction résumée ou également à l'IA générative qui vous permet d'accéder plus rapidement aux résultats de votre recherche. Et donc, ce sont ces nouvelles fonctionnalités, il va y en avoir d'autres évidemment au cours des mois à venir, qui vont permettre d'offrir justement une différenciation par rapport à d'autres moteurs et notamment les plus connus comme celui de Google. Comment vous avez eu l'idée du coup? Parce qu'on aurait pu dire que vous aurez peut-être pu créer votre ferme biologique chez vous à Villejuif, dans le peu de place qui vous reste, mais... Ça non. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus en Ile-de-France d'avoir une terre. Je venais d'être élu maire, donc on est en pleine crise Covid, on est au mois de juillet, je dois voir mes animateurs de centres de loisirs dans les semaines qui suivent. Pour parler comment vont les enfants. Voilà, donc, à l'époque, on ne voyage plus. On est une ville populaire où beaucoup de parents ou de grands-parents viennent de tous les continents de la Terre. Donc à ce moment-là, plus personne ne bouge. N'ont pas nécessairement de maison à la campagne ou de capacité à partir. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent coincés durant cet été. Et donc pour moi, un des sujets, c'est qu'est-ce que proposent nos centres de loisirs pour leur faire les faire respirer, réouvrir là aussi les horizons. Et je me souviens d'une animatrice qui me dit mais ça fait au-delà de la crise Covid, ça fait des années qu'on nous dit parce que Vigipirate, parce que ceci, parce que cela, surtout vous sortez pas. On est aux portes de Paris quand même avec des enfants qui aux portes de Paris ne connaissent pas Paris, n'ont jamais vu le Louvre, ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, n'ont jamais vu un musée. Et donc ça, je leur dis, ça c'est terminé, il faut sortir. On rencontre cette ferme avant, dont on ne sait pas qu'elle est bio, on ne sait pas quelle est l'histoire de cette ferme. On rencontre un couple
de maraîchers qui eux aussi sortent de la crise Covid-19, la difficulté à aller à Paris quand tout était immobilisé, donc à couler les stocks, à vendre. Vous continuez de vouloir faire du maraîchage? Ben oui, chiche, et de fil en aiguille. On s'est dit, mais vous allez continuer parce que nous, on a besoin de vous, les nôtres. Et inversement. Et donc, on va, donc on est parti d'un projet plutôt éducatif sur aller au vert. Le premier défi que rencontrent ces ados au potentiel, c'est qu'ils peuvent se sentir, mais c'est pas forcé, on va le dire à chaque fois, mais ils peuvent se sentir en décalage dans plein de domaines, académiques, social, émotionnel. En permanence, il y a un déséquilibre. Il y a en permanence un déséquilibre. Ils le sentent depuis tout petit, qu'ils sont décalés, ils le perçoivent. Donc le témoignage, là, effectivement, le décalage le plus frappant, c'est à l'école. C'est long, c'est pas intéressant, ça n'a pas de fond, ça va pas assez vite, le système leur convient pas, en un mot commençant, le système ça leur parle pas. Et donc oui, il y a ce décalage socialement parce que les petites conversations des copains, c'est bien gentil, mais alors tant qu'ils sont collégiens, encore ça va, ou à l'école plus ou moins, mais certains n'osent pas parler de ce qui les intéresse parce qu'on leur dit mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais ils font avec quand même parce qu'il y a le sport, le spectacle de fin d'année, trucs comme ça. Quand on arrive un peu plus âgé, ça marche plus. Plus on grandit, plus c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et il faut gérer tous ces décalages-là. Il faut gérer aussi ce perfectionnisme. Vous nous l'avez vendu en première partie d'émission sur le genre. Tout le monde a envie que le rôti soit correctement cuit. Rôti qui peut être un rôti végétarien par ailleurs. Oui, peu importe, c'est l'image, on est d'accord. Mais en fait, non, parce qu'il peut y avoir, ça peut receler quelques pièges, le perfectionnisme. Oui, ça peut receler quelques pièges, et notamment, ça recèle des pièges avec les comparaisons aux autres. Quand vous avez des jeunes qui vous disent « Ah, mais j'ai que 18 sur 20, je suis nul. Ouais. » Et ça, il y en a 3 plein. claques, oui. Oui, mais 3 claques parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir 20 et ils se disent mais je suis bon à rien parce que voilà. Et vous rajoutez les parents. Moi j'ai une maman qui me dit mais Béatrice, vous allez être d'accord, mon fils il a un gros problème parce qu'il fait rien, il écrit rien en classe, il fait pas les exercices et à la question à 2 balles vous dites mais il a combien? Il a 18. Vous dites mais fichez-lui la paix. Ouais, c'est ça. Donc il y a les parents aussi qui en rajoutent, il y a les copains. Ah mais t'as que 18 et moi j'ai 19. Voilà, c'est tout cet ensemble aussi qui à un moment donné est extrêmement délétère finalement. Renouveau aussi avec Compte Junior, qui se présente comme le moteur de recherche sécurisé préféré des enfants. Sécurisé, ça veut dire exempt de tout contenu choquant ou inadapté à des enfants? Oui, tout à fait. En fait, Compte Junior est un moteur de recherche qui est destiné aux 6-12 ans. Donc on sait aujourd'hui que malheureusement, les enfants sont exposés à Internet de plus en plus tôt. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les chiffres de l'UNAF qui redisent que 57% des 3-6 ans et 85% des 7-10 ans utilisent déjà Internet. Et donc, Compte Junior a été créé pour permettre à la fois aux parents et aux enfants de naviguer dans un univers sécurisé et protégé avec un double niveau de modération qui nous permet, en se basant sur des mots-clés ou des noms de domaine, de pouvoir empêcher l'enfant d'accéder à des images choquantes, des images violentes ou des contenus inappropriés. Pourquoi, c'est une question pardon, peut-être un peu futile, mais pourquoi un moteur de recherche comme Google n'a pas ces valeurs-là et ces fonctionnalités-là? Alors, la raison pour Google, honnêtement, je l'ignore et je les laisserai répondre à cette question-là. Néanmoins, nous, il nous a semblé indispensable depuis 2015 maintenant de pouvoir offrir cette alternative qui est d'ailleurs très largement utilisée dans les écoles par les professeurs également. On a mis en place un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale dès le début de Compte Junior. L'idée étant de pouvoir tout simplement laisser son enfant naviguer sur Internet de manière sécurisée. Il y a un double niveau de modération. Le premier qui permet tout simplement à l'enfant d'être bloqué systématiquement lorsqu'il tape un mot qui est totalement inapproprié. Par exemple, si l'enfant veut taper l'adjectif sexy sur Compte Junior, un petit crocodile va apparaître et lui expliquer que ces contenus sont inappropriés, aussi bien pour les images que les vidéos et que les résultats de texte. Et il ne peut pas forcer les résultats? Il ne peut pas forcer non plus. En mettant par exemple un autre mot comme désirable. Désirable peut lui donner accès à des résultats, mais qui ne seront pas liés à l'univers sexy. On va pouvoir détourner peut-être un petit peu le terme. Néanmoins, il y a vraiment un niveau de modération et de blocage qui a été construit avec l'Université de Toulouse également à l'époque pour pouvoir empêcher les enfants d'accéder à des images violentes, des images choquantes ou même tout simplement aller sur un site web inapproprié. Est-ce que la municipalité joue un rôle pour soutenir les initiatives à Villejuif comme Repas Toqué ?
de ce type-là, pas spécifiquement celle-ci, mais on est très associé, d'abord très lié à l'hôpital Gustave Roussy et aux 3 hôpitaux. On a 3 hôpitaux, c'est une ville très marquée par son milieu hospitalier. Donc on accompagne les associations de malades, on accompagne les établissements dans leurs projets d'établissement. Je pense au développement autour de Gustave Roussy, du Paris-Saclay Cancer Cluster notamment, pour continuer d'être en France à la pointe de la recherche sur la lutte contre le cancer. Et puis on accompagne par l'aménagement de la ville. Gustave Roussy, malheureusement et heureusement, soigne des enfants malades qui, du coup, doivent accueillir des familles. Pour nous, les enjeux d'hôtellerie, les enjeux d'accompagnement. Dimanche, je serai à la fondation McDonald's qui héberge les familles d'enfants traités Gustave Roussy pour leur rendez-vous annuel. Alors c'est un autre style de restauration, mais le sujet c'est comment on fait en sorte que les enfants et les adultes qui sont dans ces hôpitaux aient les meilleurs soins d'un côté, ça c'est l'affaire des médecins, et de l'autre on améliore le quotidien et l'acceptabilité de cette période de traitement qui est toujours un moment difficile. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Et puis merci aussi à la réalisation, évidemment Jean Girard, le son, Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci à toute l'équipe derrière aussi qui travaille chez School TV. Merci à tous, bonne soirée, à demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec